Bienvenue dans Les Artisans du Whisky Français. Les Artisans du Whisky Français, c'est le podcast qui donne la parole à tous les acteurs qui produisent du whisky en France. On est dans l'ultra artisanal. Benjamin, qui travaille aujourd'hui dans la tonnellerie, il est capable de monter un fût à la main. Dans ce podcast, nous recevrons des distillateurs, mais aussi des agriculteurs et même des tonneliers. Enfin, tous les acteurs qui participent à faire du whisky français un produit si unique et si différent de ce que nous avions l'habitude de boire avant. Continuer à monter en âge, en vrai, c'est pareil, c'est un peu comme jouer avec la tourbe quand tu fais du whisky, quoi. Ouais, t'as forcément envie d'essayer. T'as forcément envie d'essayer. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous plaira. N'hésitez pas à l'accompagner d'un verre de whisky, français bien entendu. Bonjour David, bienvenue pour ce podcast Les Artisans du Whisky Français. On est ravis de te recevoir, d'autant plus que on aime à dire que voilà, Waregem c'est le pionnier, ce par qui tout a commencé. Donc c'est un vrai plaisir de te recevoir dans ce podcast pour échanger un peu avec toi sur ce que tu as fait et puis sur ce que tu feras. Avant d'entrer un petit peu dans les questions, peut-être que tu peux juste te présenter succinctement. Avec plaisir aussi, merci pour l'invitation. Donc David Roussier, moi j'ai repris la distillerie familiale il y a maintenant 17 ans bientôt. Donc distillerie Waregem qui était une vieille entreprise familiale d'aujourd'hui 126 ans. Je connaissais, pour être tout à fait honnête, pas grand chose au whisky avant de rejoindre la distillerie. J'ai tout appris sur place, alors à la fois à la distillerie, parce que j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Écosse, et aussi en travaillant avec un monsieur qui a quand même eu beaucoup d'influence dans le monde du whisky, c'est Jim Swan, qui m'a quand même appris un paquet de trucs aussi sur le whisky, sur le monde du whisky. Donc voilà, moi j'étais pas breton d'origine, je suis venu travailler avec ma belle famille en l'occurrence. Ouais, alors, du coup je t'interromps, pas breton d'origine. En même temps, Waregem, c'est pas très breton comme. Non plus, non. Ça vient d'où? Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, Waregem, en fait, c'est des gens qui étaient originaires du nord de la France. Léon Waregem, donc, qui a créé la distillerie, il travaillait à l'enregistrement, c'est l'ancêtre du cadastre. Et il a été muté en Bretagne, et il s'est installé en Bretagne, et entre autres activités, il a monté une distillerie, il a continué à travailler dans l'immobilier, et puis il est tombé passionné par le tourisme sur la côte de Granit-Rose. Il a écrit un bouquin sur Trébordain, créé l'office de tourisme de Pérouse. Ok, ouais. Presque la distillerie, c'était, ça faisait partie de ses autres activités, quoi. C'est vrai que le coin vaut le détour, très clairement. Et du coup, lui, il produit quoi? Parce qu'en fait, l'histoire du whisky français, c'est... Alors, on pourra peut-être parler un peu de la date, mais c'est 83, en gros, on va dire que l'idée émerge. Ouais. Qu'est-ce que Waregem faisait avant? Grosso modo, de 1900 à 1983, on est liquoriste. On peut être tout à fait précis, au tout début, on était probablement un peu plus négociant en vin, plutôt dans le négoce. Et puis à partir d'un moment, on va commencer vraiment à distiller, à produire. Le fils Waregem, donc Henri, va vraiment structurer pour en faire une liquoristerie. Et là, à cette époque-là, on produit tellement de trucs que la liste serait trop longue. Il y a la framboise, le cassis, le triple sec, la menthe. Tout ça, c'est le début des années 20. Et puis, jusque dans les années 80, grosso modo, on fait quasiment que ça. Et c'est vraiment à partir de l'arrivée de Gilles, mon beau-père, du coup, que la distillerie va complètement se transformer et évoluer vers ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, c'est un point, on en avait vaguement échangé sur le sujet. Il faut dire distillerie Waregem ou distillerie Armorique? Aujourd'hui, les pieds dans le plat, ouais, bah, tu fais bien. C'est clairement un sujet avec lequel je me bataille depuis 15 ans maintenant. On a gardé distillerie Waregem parce que en Bretagne, on est connu sous ce nom-là. Maintenant, on va pas se mentir, de plus en plus, on est en train d'utiliser distillerie Armorique. Et je dirais même, il y a une certaine forme de logique parce que la distillerie Armorique, c'est 94. Et c'est vraiment là où on va construire la distillerie telle qu'elle est aujourd'hui, les pots de style, l'orge maltais, etc. etc. Avant, c'est l'histoire de la distillerie Waregem, donc c'est liquoriste, c'est tout un tas de produits différents, dont le whisky, dont le chouchen, etc. Mais la distillerie Armorique, le single malt Armorique, finalement, c'est 94. Donc je pense qu'on va continuer de faire cohabiter un petit peu les deux marques, quoi. Ouais, parce que c'est important de bien expliquer qu'effectivement, ton outil de production, il change du tout au tout à partir de 94, du coup. C'est ça. Donc Gilles, ton beau-père, s'inspire quand même pas mal du modèle écossais. Ah ouais, complètement, ouais. Complètement, ouais. Ouais. Alors, complètement, oui et non, en fait. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est que faut bien voir que ce soit dans les années 80 ou même au début des années 90, de l'inspiration, en France, il n'y en a pas, puisqu'on est les premiers à en avoir fait en France. Donc, pour aller chercher l'inspiration, il faut soit aller en Écosse,
soit s'inspirer des autres spiritueux. Donc évidemment, il a passé quand même pas mal de temps en Écosse. Les alambics ont été dessinés avec des consultants écossais. On a eu même des devis d'alambics par des fabricants d'alambics écossais. Par contre, toute la partie amont, c'est-à-dire brassage, fermentation, là on a travaillé avec l'IFBM à Nancy. Ouais. Donc c'était vraiment très inspiré du brassage de bière. Jusqu'à l'intervention de Jim Swan, on avait un process qui était presque plus un process de brasserie qu'un process de distillerie. C'est-à-dire qu'il y avait la phase d'ébullition. Il y avait des montées en palier plutôt que première eau, deuxième eau, troisième eau. Et à partir de Jim, on va faire évoluer ce process-là. Et sur les alambics, alors ils ont clairement une forme écossaise, une inspiration écossaise, mais ils ont été fabriqués à Cognac par l'entreprise Prulot. Ok. Voilà. Entreprise Prulot. Ouais, qui a été rachetée entre-temps par Chalvignac. Par Chalvignac, absolument. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'au début, et on a l'illustration ici, Armorique, c'est du fût de Bourbon, c'est du fût de Sherry, principalement. Et du coup, l'une des questions que je voulais te poser, c'est souvent, et d'autant plus dans les boutiques, on va dire, ouais, Armorique, c'est le plus écossais des whiskies français. Est-ce que c'est pas quelque chose qui t'emmerde, ça? Pas du tout. Mais alors, vraiment pas. Non, et puis, en fait, c'est un truc, c'est hyper rigolo. Parce que, alors, ça fait que 15 ans, et en même temps, ça fait déjà 15 ans que je suis dans le monde du whisky. En 2010, quand je fais mon premier whisky live, les gens, ils n'ont pas envie que je sois différent des Écossais, hein, clairement. Ouais. Il faut que ça goûte comme les Écossais, parce qu'on est dans une phase où il faut rassurer les gens. Donc, de 2010 à 2015, on est vraiment en mode réassurance, quoi. Et puis après, avec l'essor des autres whiskies français, de tous les gens qui arrivent progressivement, effectivement, les gens vont commencer à comprendre qu'il y a du whisky français, que ça existe, que c'est légitime, que c'est bon. Et donc, comment on va le franciser progressivement, quoi. C'est un peu ça le sujet. Moi, je ne vais pas renier l'histoire d'Armorique. Armorique, il est né à une époque où il n'y avait pas d'inspiration autre que l'Écosse. Donc, on avait les pots de style. Tu as parlé des fûts de Bourbon, des fûts de Sherry, mais on a aussi l'orge maltais qu'on utilisait. On utilisait un orge maltais à 10 ppm, comme le Speyside dans les années 80. Tu veux dire que du coup, c'est à partir de Jim Swan 2012, à partir de 2012, vous changez l'orge? C'est ça. Il y a un avant et un après. Voilà, si je bois du Armorique de 2012 et avant, il est légèrement tourbé. Tout à fait. C'est ça. Le 15 ans aujourd'hui est légèrement tourbé. Le 18 ans est légèrement tourbé. Par contre, le 10 ans, depuis l'année dernière, justement, on est passé intégralement sur le nouveau distillat, qui est 100% non tourbé. Et du coup, vous avez cette inspiration de l'Écosse, et tu disais effectivement, pour situer, c'est vrai que 2010, il y a 20 distilleries qui font du whisky peu ou prou en France, quoi. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 150, donc le monde était quand même assez différent. Et on peut dire que les 15 dernières années ont été quand même assez étonnantes. Moi, je me rappelle, je suis arrivé à la maison du whisky, quand je parlais de whisky français, les gens me regardaient avec des grands yeux, quoi. C'est clair. Un mec un peu bizarre. Mais du coup, ce que je trouve intéressant, il y a un virage que je trouve assez amusant. On a une bouteille de Armorique fût de Chouchen ici. Petit à petit, j'ai l'impression que tu fais rentrer dans ta gamme des trucs un peu plus bretons, un peu plus du coup innovants. Oui, en fait, c'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire que nous, encore une fois, on n'a pas envie de renier notre histoire. Et puis, à titre personnel, et en l'occurrence Erwan aussi, notre maître de chai, on est fan de whisky. Fan de whisky écossais notamment. Donc les fûts de Bourbon, les fûts de Sherry, c'est un peu consubstantiel du single malt écossais. Et donc nous, on continue finalement à tisser cette trame-là. Maintenant, ça a toujours été aussi dans l'ADN de la distillerie de faire des expériences. On a travaillé sur du chêne breton, chêne neuf, depuis déjà des années. Et effectivement, pour répondre aussi à cette demande on va dire d'aller chercher un truc un peu unique, on travaille un peu de plus en plus le côté breton avec le chouchen, on avait le Derven qui était 100% chêne breton, on a aussi des fûts de sauterne, on a aussi des fûts de vin, on a aussi des fûts de spiritueux. En fait, on a une palette aujourd'hui dans nos chais qui est assez énorme de possibilités, donc on peut faire énormément de choses. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, on s'adapte aussi un peu aux demandes et aux modes. On voit que les gens ont besoin aussi qu'on leur montre qu'est-ce qu'on fait de breton, quoi. Ouais, et puis moi je trouve ça hyper chouette, ils sont vachement, les consommateurs aujourd'hui sont vachement plus ouverts d'esprit. Carrément. Pour tester de la nouveauté. Tu parlais du chêne neuf breton, il y a quand même eu récemment le rachat, en tout cas tu maintiens en vie l'artisanat breton avec la dernière tonnellerie de Bretagne, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu? Moi ça m'intéresse de savoir un peu qu'est-ce qui t'a pris de racheter une tonnellerie. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est un paramètre que tu vas pouvoir utiliser pour te singulariser peut-être?
Oui, c'est l'idée, ouais, clairement. En fait, ce qui m'a pris, vu la difficulté que peut traverser la tonnerie française en ce moment, c'était un pari un peu cinglé. Maintenant, c'est vrai que nous, donc on travaillait avec Jean-Baptiste Lefloc, qui était forestier, qui abattait des arbres, et quand il trouvait des arbres de qualité, il avait monté un petit atelier pour les valoriser et en faire des fûts. C'était pas son métier principal, il le faisait quand il avait des opportunités. Et à l'époque, Gilles, directement, ça l'a intéressé pour bosser en circuit court, et puis juste pour essayer, en fait. Juste pour essayer d'aller creuser un peu le filon breton. Et quand il a décidé d'arrêter son activité, moi je trouvais ça dommage de voir disparaître ce savoir-faire. C'est un savoir-faire qui n'existe plus en Bretagne, si ce n'est avec notre tonnellerie aujourd'hui. Donc ça aurait été dommage de l'abandonner. C'est vraiment, on est dans l'ultra artisanal. Benjamin, qui travaille aujourd'hui dans la tonnellerie, il est capable de monter un fût à la main, sans machine. Et ça, aujourd'hui, des tonneliers qui sont capables de faire ça, il n'y en a plus beaucoup. Ce qui est normal, enfin, je veux dire, c'est l'évolution classique de la tonnellerie, ça s'est un peu industrialisé aussi. Nous, on a voulu continuer à faire vivre cette petite tonnellerie. Et puis, finalement, garder un contact de proximité, parce que tu as plein de distilleries, tu as des cidreries, tu as des gens qui font plein de choses en Bretagne. Et à la limite, autant avoir un tonnelier sous la main que de devoir aller chercher plus loin, quoi. Ouais, d'accord, je comprends. Et pour aller jusqu'à la fin de ta question, oui, évidemment qu'on va l'intégrer de plus en plus dans nos assemblages. On va, par petites touches, on va le rajouter. Armorique d'Herven, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu quand même. Oui, si je dis pas de conneries, il y a eu une fois, c'était l'ancienne bouteille, une fois 10 ans ou 15 ans. Il y a eu un 10 ans en one shot et on prépare la suite. Ok, on se garde ça pour après. On verra ce que tu peux nous révéler sur le futur. Avant ça, il y a une autre question que je trouve intéressante. C'est, je pense que l'un des points forts de Armorique, c'est quand même ce côté breton. L'identité est vraiment forte, on sent l'authenticité. Mais une autre question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas également aussi un peu une faiblesse? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que ce côté très régional du whisky français et ce côté très régional que tu as avec Armorique, c'est pas éventuellement un frein pour se développer, je sais pas, soit dans le reste de la France, soit à l'export? Moi, je le vois pas forcément comme ça. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en Bretagne, c'est indispensable. Ouais, on est breton, on va pas se vendre comme français en Bretagne. En France, ça peut être vu des fois comme un frein, parce qu'il y a des gens qui en ont un peu marre du côté chauvin, régionaliste. Encore que, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui on reproche à un vin d'être bordelais ou bourguignon, quoi? Tu vois, nous, on est nés en Bretagne, c'est notre histoire. Moi, je maintiens que la Bretagne a une influence sur le caractère d'Armorique. Je pourrais, avec les mêmes installations, les mêmes matières premières, je ne pourrais pas faire le même whisky si j'étais installé en Corse. Ouais, c'est sûr. Donc, la Bretagne, ça fait partie de nous. Notre whisky, il est breton parce qu'il est fait là, et surtout parce que le climat va influencer son vieillissement. Après, il ne faut pas se leurrer non plus, il y a quand même des pays où France, Bretagne, tout ça, c'est un peu mélangé. Je pense qu'en Chine, je ne suis pas sûr tout le monde identifie forcément la Bretagne. Est-ce que quand tu vas en Chine, tu vas plutôt en disant « Hey, salut, je suis un whisky français » ou « Hey, salut, je suis un whisky breton » ? On y va en disant qu'on est whisky français fabriqué en Bretagne. Okay. Tu vois, c'est un peu comme si, alors pour le coup, ça leur plairait pas et je pense qu'ils le feront jamais, mais c'est comme si demain les Écossais disaient nous on est un whisky du Royaume-Uni en Écosse quand même. Ouais. Non, je force un peu le trait si tu veux, mais c'est un peu ça le truc. D'ailleurs, ils le font un peu. On est un whisky écossais, mais d'Islay par exemple. Et ben en fait, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on pousse ce truc-là. T'as la France, t'as l'Écosse, et puis du coup t'as le Speyside, la Bretagne. De toute façon, à l'export, aujourd'hui les catégories que les gens connaissent, elles sont pas nombreuses, et c'est presque plus la marque et la manière dont on parle, la manière dont le whisky justement est construit et fabriqué, qui vont avoir une influence. Je pense que ce soit Penderyn, Kavalan, Cotswold, Starward par exemple. Je ne suis pas sûr que ce soit leur provenance qui parle en premier, en fait. Oui, c'est une vraie question. Kavalan, évidemment, on pense au vieillissement tropical, qui est un élément important. Le vieillissement tropical... En fait, c'est comme s'ils mettaient le vieillissement tropical avant le fait d'être taïwanais, en fait. Complètement. Et nous, finalement, avec Armorique, alors on assume le côté breton, mais quand on est à l'export, on parle plutôt de... notre orge maltais, nos alambics, le climat qui est plus proche de l'Écosse et en même temps un peu différent. Donc, enfin voilà, c'est aussi sur ces arguments-là qu'on va jouer.
Et tu vois, sur la question de la provenance, je ne sais pas si je t'en avais parlé, mais j'ai eu une discussion avec Rémi Tessier qui s'occupe de la R&D chez Taranceau et qui m'a ouvert les yeux sur un truc que je n'avais pas du tout imaginé, qui est que quand tu fais sécher tes mérins à un endroit A ou B, lui il a fait le test, mes mérins en Charente et les mêmes mérins en Normandie, il n'a juste pas le même goût à la fin, parce que le microbiote est singulier, et en fait, tu récupères du terroir comme ça, quoi. Bien sûr, bien sûr. En fait, ça c'est un peu ma théorie sur le terroir, mais on est très fort influencé par le vin. Et le vin, on reste quand même finalement très très proche du produit originel, de la matière première. Il y a finalement assez peu de transformation, encore qu'il y en a beaucoup, et puis tu peux en faire plus ou moins. Dans le whisky, entre l'orge et le produit final, il y a tellement de transformations, et on oublie la notion de temps, en fait, quelque part. C'est que quand tu as un whisky de 15 ans, il a passé 15 ans dans un fût. Donc tu as 15 ans de transformation qui vont impacter son goût final. Ouais. Sur le bois et sur le séchage des bois, bah, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu les laisses 3 à 5 ans sécher sur un parc avec le climat breton ou le climat charentais. Évidemment que ça évolue différemment. Après, moi, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de te dire exactement comment, pourquoi. Mais c'est sûr qu'il y a une influence. Ouais, moi, ça m'a amené à une phrase que je trouve intéressante, c'est que finalement, peut-être que dans le whisky, le terroir, il est partout sauf dans la céréale. De manière assez paradoxale, je trouve. Moi, j'ai pas forcément envie de relancer la guerre du terroir, mais c'est vrai que, en fait, j'aurais tendance à être plus d'accord effectivement avec ça. Après, il y a des initiatives de certaines distilleries qui sont très particulières, très orientées terroir paysan. Je prends les domaines de Haute-Glace pour ne pas les citer. Là, je pense que pour le coup, la notion de terroir, elle est très vivante dans ce qu'ils font. On a une approche du terroir qui est effectivement plus liée au vieillissement, au climat, à l'eau qu'on utilise quand même. Ça a aussi son importance. C'est important de le rappeler, tu as une source d'eau là, à 100 mètres au-dessous de la distillerie. C'est ça, on puise l'eau dans les failles du sous-sol breton. Puisqu'on n'a pas de nappe phréatique en Bretagne, on a des eaux d'infiltration finalement qui sont filtrées par le passage dans les failles du schiste et du granit. Et voilà, ça fait la particularité notamment des whisky bretons par exemple. Ouais, c'est certain. Alors avant de parler de l'avenir, juste un petit mot sur Yonelles peut-être. Qu'est-ce qui t'a pris? Parce que tu faisais un peu de whisky tourbé avant. Et c'est en 2017, non? Yonelles, je ne sais plus quand. 2017 et lancement 2020. Et bah, du coup, tu vois, j'ai bossé un peu mes fiches. Qu'est-ce qui fait que tu décides de se dire, bah, allez, je vais mettre les curseurs à fond et aller sur un gros tourbé? Alors ça, pareil, on remonte un tout petit peu dans l'histoire. Effectivement, avant 2012, on utilisait un malt légèrement tourbé qui, pour le coup, dans certaines de nos versions d'Armorique, pouvait presque passer comme un défaut, la petite pointe de tourbe qu'il y avait à la fin. C'est sûr que sur un 15 ans, aujourd'hui, cette note de tourbe, elle est juste fabuleuse, quoi. Elle vient de rallonger la finale, c'est assez formidable. Dans certains whiskies plus jeunes, ça pouvait apparaître comme un défaut. Donc on a décidé, parce que ce n'était pas forcément le profil qu'on voulait pour l'avenir, d'enlever complètement la tourbe. Sauf que quand tu bosses dans le whisky, pas parler de tourbe du tout, ça a un côté hyper frustrant, quoi. Donc on a commencé à faire des essais en se disant, bah voilà, donc on a enlevé complètement la tourbe, quitte à faire de la tourbe, on va faire de la grosse tourbe, quoi. Donc on a fait des essais. Et puis on est arrivé finalement à bosser avec des Écossais parce que le savoir-faire d'origine historique de la tourbe, il est en Écosse. Enfin, moi, j'ai pas forcément connaissance d'utilisation de tourbe avant ailleurs. En tout cas, dans le whisky, j'entends. Hein. Et puis même en France, c'est compliqué, c'est des zones humides protégées. En Bretagne, il semblerait que dans les années, je sais plus, 40 ou 50, la Bretagne était la première région productrice de tourbe. Après, en France. Quand tu as une météo pareille, tu as des marais,cages et donc tu as de la tourbe. Exactement. Donc voilà, il y avait quelque chose à aller creuser là-bas, mais les Écossais, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'ils ont développé un savoir-faire spécifique sur le malt tourbé, donc autant aller chercher les experts. Donc on a démarré ça, et puis ça pour le coup c'est plutôt l'influence d'Erwan derrière, c'est sur la distillation. On s'est dit on a de l'orge tourbée, effectivement notre process est très écossais. Si on fait la même chose que ce qu'ils font sur Islay, qu'est-ce qu'on a de nouveau à apporter? Donc on a travaillé un peu les coupes de distillation un peu différemment pour proposer un whisky tourbé qui a, je pense, une empreinte aromatique un peu particulière. On n'est pas dans le côté médicinal, dans le côté un peu plus terreux dans le sens noble du terme, hein, mais on est sur quelque chose d'un peu plus, finalement, d'un peu plus sec, avec du fruité et de la tourbe, ce qui je pense, le rend
un peu différent. Donc voilà, Ouais, clairement, c'est une on a belle décidé signature. de proposer quelque chose de nouveau, quoi. Après, c'est un produit, aujourd'hui on fait un camion par an qui vient d'Écosse, et on n'a pas forcément vocation à en faire beaucoup plus. C'est notre vision de la tourbe, sachant que le Armorix, c'est quand même le gros de ce qu'on fabrique. Ouais. Du coup, peut-être parler un petit peu de la suite. Tu avais sorti un 18 ans l'année dernière, qui avait cartonné, qui était exceptionnel, un des plus grands whisky que j'ai pu boire pour le coup. Ça fait plaisir. Et voilà, toute origine confondue. C'est quoi maintenant les nouvelles frontières pour toi? On va continuer à monter en âge, on va ressortir du 18 ans? Ou est-ce que tu as d'autres idées vers à quoi on doit s'attendre dans les prochaines années? Continuer à monter en âge, en vrai, c'est pareil, c'est un peu comme jouer avec la tourbe quand tu fais du whisky, quoi. Ouais, t'as forcément envie d'essayer. T'as forcément envie d'essayer, et puis malheureusement, on a rien qui date de la période où on a commencé à distiller sur les pots still à partir de 94. On n'a rien qui reste de cette période-là. Mais on a des trucs un peu plus vieux que le 18 ans, qui vieillissent, et puis après, l'idée c'est évidemment de les sortir à des occasions spécifiques. Armorix c'est né en 98. Ouais. Donc il faut chercher les années en 8, quoi. Donc voilà, les années en 8, il va probablement se passer des choses, ouais, c'est sûr. Okay. Après, on va faire avec ce qu'on a. Les autres challenges pour plus tard, c'est incorporer le chêne breton de plus en plus. On a notre propre tonnellerie, donc à la limite, autant essayer de continuer à travailler. L'exploration du chêne, c'est un truc, moi j'ai découvert en lançant la tonnellerie, ça ouvre un champ des possibles qui est absolument dingue. Ouais, sur les chauffes, les durées de chauffe, les températures de chauffe, les essences de bois. Il y a tellement de choses qu'on peut explorer que je pense que là-dessus, on va bien s'amuser dans les années à venir. Et puis après, moi, je reste ouvert à tout un tas de choses. Dès qu'on voit des trucs qu'on n'a pas encore essayé, on les essaye. Donc, ouais, donc décompte d'âge, le chêne breton sous toutes ses formes. Ouais. Ça m'amène à une autre question rituelle, qui est, selon toi, alors, si on se projette un petit peu plus loin, 2030, un peu après, mettons 2030, quel sera le paysage du whisky français, selon toi, à ce moment-là? Wow. Question prospective. Ouais, on sera plus nombreux, moins nombreux? C'est une enfin vaste question. Plus nombreux, moins nombreux, objectivement aujourd'hui, j'en sais rien. On est monté très vite, très nombreux, ça c'est sûr. Là, je pense qu'on va vivre une période de stabilisation. Enfin, j'espère que c'est une stabilisation et pas une décrue. Après, dans le très nombreux, il y a aussi beaucoup de tout petits opérateurs. Et c'est hyper chouette parce que ça amène du dynamisme à la catégorie, mais c'est pas forcément des gens qui ont vocation à en faire un business au sens premier du terme. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on soit moins nombreux. Je pense par contre qu'on va vers une tendance à la stabilisation. Un plateau, ouais, il y a un moment donné quand même, il faut aussi que tout le monde puisse grandir un petit peu. Je pense clairement que la part de marché du whisky français et du whisky breton en France, elle va largement augmenter, ça c'est sûr. Ouais. C'est une évidence, enfin, je veux dire, c'est un peu le sens de l'histoire. Et aujourd'hui, on représente que 1%. Donc imagine si on est 150 distilleries avec des tailles variables et on représente que 1%. Imagine si demain on passe à 5% du marché, ce qui reste une goutte d'eau finalement dans un océan d'Écossais. Ouais. Mais aujourd'hui, passer de 1 à 5%, on est tous quasiment obligés de tripler la taille de notre distillerie, quoi. Donc, ouais, je suis d'accord, et ça rend optimiste, parce que parfois il y a un côté un peu... on sent que le marché est compliqué, et moi j'essaie de regarder le temps long, je me rappelle où ça en était le whisky français en 2010 ou en 2015, mais c'était peanuts, 2015 c'est quoi, 200 000 bouteilles par an max, un truc comme ça? Et peut-être 2 millions aujourd'hui. Plus, mais ouais. On a quasiment fait x10. Mais oui. De toute façon, c'est pareil, quand tu bosses dans le whisky, il y a des startups du whisky, pour moi, c'est antinomique, quoi. Ouais. Dans le whisky, tu es forcément dans le temps long. J'essaye de regarder les trucs avec une certaine forme d'humilité, mais quand je vois des gens qui arrivent et qui ont des business plans pas possibles, et qui disent, voilà, nous, dans 5 ans, on sera là, dans 10 ans, on sera là, etc. Il y a toujours une petite voix dans ma tête qui me dit, du coup, si moi, j'ai pas réussi à être là avec 30 ans d'expérience, il y a deux options. Soit je suis un tocard,
Soit c'est que le marché il est pas prêt, ou parce que, il y a un contexte en fait. Ça se construit dans le temps. Hein. Et le contexte, tu peux pas le forcer le contexte. Il y a un moment donné, il faut travailler gentiment. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a connu une envolée du nombre de distilleries. Du coup, il y a une envolée du nombre de gens qui parlent de whisky français, breton, alsacien, corse, etc. Donc il y a de plus en plus de public qui est familiarisé, donc ils hésitent moins, etc. Et en fait, ces choses-là, ça prend forcément du temps. Ouais, carrément. Le truc que je maîtrise le moins pour le futur, c'est l'export, en l'occurrence. Pour 1 milliard de raisons. Enfin, on voit bien aujourd'hui avec toutes les tensions géopolitiques, climatiques, etc., que l'export, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, quoi. Et puis, est-ce que demain, en tout cas aujourd'hui, je suis bien placé pour savoir que c'est pas le cas, est-ce que demain, les gens vont attendre le whisky français, vont avoir envie de whisky français au Canada, au Vietnam, enfin j'en sais rien, tu vois. Aujourd'hui, les grandes catégories, elles sont installées depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ça s'est pas construit en un jour. Ouais, et du coup, on a l'exemple de Cognac là, qui vit des difficultés parce que le marché chinois s'est tendu, le marché américain, on n'en parle pas. Donc ouais, mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est pas forcément non plus une bonne solution. Non, c'est sûr. Et puis, mais après, c'est pareil, moi je leur jette pas la pierre. Quand on sait qu'il y a ces deux gros marchés-là qui sont demandeurs, sur lesquels il y a des choses intéressantes à faire, c'est normal d'aller là où il y a de la demande. Donc, mais effectivement, ouais, le problème, c'est quand tu dépends d'un ou deux gros marchés et que ces deux marchés-là se ferment en même temps, forcément, ça devient vite compliqué. Ouais. Mais après, je pense qu'ils ont de quoi se relancer, ils travaillent de plus en plus le marché français. Ouais, et puis toi, peut-être pour conclure, tu auras toujours les Bretons, je pense, qui sont... Et ça m'intéresse juste d'avoir une idée. Aujourd'hui, dans ta distribution, c'est quelle est la part de ton whisky qui est bu en Bretagne C'est hyper simple, c'est 70, 20, 10. Ouais, ok. Bon. 70, c'est la Bretagne, 20, c'est la France. C'est les Bretons qui habitent pas en Bretagne. Non, ça par contre, non, parce que les gens, ça arrive encore, il y a des gens qui veulent finalement nous cantonner au fait d'être un whisky pour les touristes qui ont passé un été en Bretagne et qui veulent... je pense qu'aujourd'hui, quand même, Armorique est arrivé quand même à un niveau où, c'est plus un produit régional rigolo que tu ramènes de vacances. On est devenu, j'espère, autre chose que ça. Mais ouais, 70% Bretagne, 20% la France, 10% l'export. Et à la limite, cette répartition, moi, elle me va bien, évidemment. Moi, je ne suis pas contre faire un peu plus d'export et un peu plus de France, mais le fait d'avoir cette grosse base, cet ancrage en Bretagne, pour nous, c'est une force énorme. Parce que quand les marchés export se referment, on sait qu'en Bretagne, on a quand même cette base-là solide, quoi. Et je confirme aujourd'hui, pour pas mal sillonner et comparer aussi avec le whisky écossais, à prix égal, il faut aller sur Armorique. J'en suis convaincu. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et puis, bonne continuation et salutations à toute l'équipe. Ça marche. Yarmat.